mars 2026. Chers téléspectateurs de Gandhi Malian TV et d'Africain TV, recevez nos salutations et bienvenue dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire d'aborder à peu près 3 thèmes. Le premier, bien sûr, portant sur la guerre en cours entre l'Iran d'un côté, l'Israël et les États-Unis de l'autre. Nous allons essayer d'évaluer, savoir où est-ce que nous en sommes. Et le second thème, qui est d'ailleurs le thème principal de l'émission, parce que l'autre, on va juste ébaucher, ça porte sur cette décision de l'Union européenne, le Parlement européen, qui exige la libération de Bazoum. Nous ne savons pas si le Niger est un pays européen, mais avec nos 2 experts ici, nous allons essayer de savoir davantage. Et puis, nous allons aborder d'autres thèmes encore. Et pour cela, comme vous le constatez, nous sommes avec nos 2 invités. Dr Mouadou Silla Traoré à ma droite, et puis l'inspecteur à la douane à la retraite, l'expérimenté, le doyen Daniel Koulibaly. Vous allez constater que le professeur Touré n'est pas présent. C'est pour des raisons de santé. Nous souhaitons propre rétablissement au professeur Touré. Et merci à vous d'être avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Diawara. Bonjour tous les téléspectateurs de Gandhi Malian Télé. Bonjour mon co-débatteur, mon oncle, M. Koulibaly Tchakoura Daniel, que j'aime bien, envers qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime. Et je ne cesse de dire que c'est un chantre de savoir. Oui. Que le bon Dieu encore donne longue vie et encore pour qu'on puisse encore profiter de lui. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer... Madame. Oui, bien évidemment. Ok. Et la dame que mon oncle m'a donnée. Madame Traoré Madina Kounate. Madina, bonjour. Et je salue mon ami professeur Omar Masekou, toute sa famille, sa femme, c'est tout. Je salue aussi mes amis du Grand Sorbonne de Kalabankoura, Djigiba, Soul, Babourama et tout le monde, et sans oublier Savané et notre nouveau docteur en droit pénal, M. Soumano, qui mérite vraiment d'avoir un baromètre à lui aussi, parce qu'il donne des baromètres aux autres. En tout cas, merci de nous avoir invités. Et bon débat. Merci beaucoup, docteur Mamadou Silla Traoré. Doyen, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour au travers de Gandhi TV et de Africain TV qui mettent en ligne ces émissions. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent chaque semaine. Merci beaucoup. Nous saluons également les armées de commentaires et de partage à ce moment précis. Doyen, nous commençons avec vous comme d'habitude. L'Iran et Israël, nous sommes, je ne sais pas, 13e jour 11e jour. C'est 11e jour. 11e jour déjà de combat. Et pour le moment, on dirait que ça ne baisse pas réellement en intensité. La guerre est toujours en cours. Nous avons besoin réellement, si nous pouvons évaluer un peu ces chemins peut-être à mi-parcours, essayer de savoir où est-ce que nous en sommes, est-ce qu'il y a des conséquences potentielles pour le moment et que nous sommes en train de sentir. Quel est votre point de vue là-dessus? Non, c'est extrêmement difficile d'évaluer maintenant parce que nous sommes dans le dur. Oui. Il fallait déjà, dans un premier temps, que le remplaçant du guide qui a été assassiné puisse être remplacé pour voir l'orientation qu'il va prendre. Et il a été remplacé par son fils. Et il a fallu 2 jours pour que lui il annonce la couleur. Ok. Bon. Entre-temps, l'Iran continue toujours à dire qu'il n'y a pas de question de négociation. Les États-Unis qui disent que dans quelques jours, la guerre est finie. Et je me méfie de toutes les nouvelles qui sont rapportées dans les journaux. Parce que tous les journaux mentent. Même l'intelligence artificielle fausse les données. Ouais. Donc, se fier à ce qui se passe. Bon, et puis ça n'a aucun intérêt qu'on dise que, sinon de regretter la violence qui entoure cette affaire, ça n'a aucun intérêt de savoir qu'un missile a été tiré par-ci, un truc a été... C'est des petites écorchures, c'est des problèmes qui nous... Le gros problème, c'est la violence qui entoure cette affaire qui doit cesser. Oui. Et
la désignation, la nomination du fils de Khamenei qui est intervenu, il fallait s'y attendre. Quelqu'un qui perd son père, éventuellement sa mère, parce qu'on disait qu'elle était décédée, maintenant on dit qu'elle n'est pas décédée, sa femme, son enfant, une nièce à lui, c'est quand même trop pour une seule personne. Son penchant, et surtout ce qui se fait, les bombardements constants auxquels l'Iran est soumis. Donc, il était évident que ces premiers mots auraient été des mots de dureté, adopter la ligne dure. Et il ne pouvait pas faire un discours autre que ça. Mais, selon les gens, cette continuité, cette dureté dans le langage traduit une autre chose. L'Iran vise un but, qu'il y ait, si on sort de ce problème, qu'eux ne soient plus assujettis à une menace, à un revirement de la part des États-Unis. Un accord définitif, quoi. Un accord, en tout cas, qui ne sera pas si facile à violer. Pour ne plus être soumis à des va-et-vient des gens du genre de Donald Trump qui disent oui aujourd'hui, demain non. Et on ne peut pas construire quelque chose de durable dans cette incertitude. Donc leur rigueur, leur jusqu'au boutisme, je crois, a pour effet, ils veulent pour effet qu'il y ait un truc constant et qu'on ne revienne plus à les attaquer chaque mois. Ok, donc peut-être vous relancez encore avec la même question. Et nous constatons, comme vous l'avez si bien dit, l'Iran est jusqu'au boutiste, tout comme d'ailleurs l'Israël avec Benjamin Netanyahou qui est évidemment jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste, oui. Mais de l'autre côté, Donald Trump qui fait tout quand même pour sortir de cette guerre. Comment expliquer ça? Il s'est pris dans un piège. Bon, on dit que Clausewitz dit que l'objectif, en matière politique, l'objectif, c'est ce qui est essentiel. Mais la guerre n'est qu'un moyen de mener cet objectif. Donald Trump a annoncé l'objectif. Mais cet objectif était, si tu annonces un objectif, tu donnes un moyen d'évaluation. Or, contrairement à Poutine, par exemple, en Ukraine, n'a pas donné l'objectif. C'est pourquoi sur tous les plateaux d'analyse, tous les généraux et autres s'échinaient à chercher la ligne rouge de Poutine. Mais quelle est sa ligne rouge? Il a laissé ça dans le flou. Et l'objectif pour Poutine, il a dit c'est une guerre, c'est une opération spéciale. Une opération spéciale, oui. Voilà. Mais il n'est pas allé jusqu'à dire je vais faire ça et je vais faire ça. Or, Donald Trump s'est fermé la porte en disant on va bombarder. Et c'est un leurre que dans un pays comme l'Iran, où les gens sont... l'idéologie est chevillée au corps, dire qu'on va bombarder pour qu'on change de régime, c'est trop s'avancer. Et il ne pourra pas atteindre cet objectif-là. Et à partir du mois, donc, il s'en sortira toujours un peu affaibli. C'est quelqu'un aussi, je vous ai toujours dit qu'il joue au poker menteur. Il cache ses atouts. Mais cette fois-ci, il s'est annoncé. Lui, contrairement à, il s'est annoncé, il a mis la barre très haut, mais il trouvera toujours le moyen de dire voilà ce qu'on a fait, ça n'a jamais été fait. Il a 11 mots. C'est super, personne n'a jamais fait ça. Donc, il se trouve, lui, embarqué dans une chose, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? D'autant plus que Israël a des objectifs. Mais il est illusoire de taper, même au Mali ici. Qu'est-ce qu'on dit? Nos gens qui sont là, qui soutiennent la France et autre chose, qu'est-ce qu'on dit? Mais quand les gens viennent attaquer ton propre pays, tu ne vas quand même pas te mettre avec les djihadistes contre ton propre pays. Oui. C'est le même raisonnement en chose. Même s'il y a des gens opposés au régime iranien, le fait de bombarder nuit et jour, des gens sont entraînés, il y a des dégâts, il y a des gens qui meurent, mais tu leur demandes, eux, sous les bombes, de se révolter contre. Mais comment ils vont faire? Ça ne marchera pas. Surtout que la bombe peut même tuer un innocent, peut-être qui était même opposé au régime de Mollah. Le cas des 175 filles de l'école qui ont été abattues, bon, tout ça, c'est très douloureux. Aujourd'hui, je crois que
ce que les gens n'ont pas vu. La nomination du fils de Khamenei à sa place, au prime abord, peut être quelque chose de dur. Il va adopter une ligne dure. Mais ça dépend. En tant qu'être humain, il voudrait bien se venger et venger tous ceux qui ont été les dégâts causés. Donc, il sera sur une ligne dure. Mais ça, c'est en tant qu'être humain. Mais en tant que leader religieux, en tant que chef d'État, il a aussi l'obligation de réfléchir au moyen de terminer cette guerre. Parce que ça ne peut pas continuer. Ouais. Et dans ce cas, qui mieux que lui? Parce qu'il semble qu'il est très proche des passes d'Aran. Il a même fait la guerre lui-même. Il est avec eux tous les jours. Il connaît toutes les opérations. Et lui qui a perdu son père, qui a perdu sa femme, qui a perdu son fils, personne n'est mieux placé que lui pour dire, bon, maintenant ça suffit, il faut qu'on lâche du lest. Les gens n'ont pas vu le revers de la médaille. C'est que ce monsieur qui vient peut être celui aussi dont la parole peut faire reculer les gens. Voilà. Dans un pays comme l'Iran, tout le monde se pousse à l'extrême. Et celui qui recule un peu est accusé de traître ou autre. Lui, il ne peut pas être accusé d'être un traître. C'est en cela, moi, je vois aussi sa nomination peut avoir l'effet contraire. Il peut être dur, mais tout en faisant des ouvertures. Et je vous ai toujours dit, bon, j'espère. En réalité, les pays aussi cherchent à sauver la face. On ne va pas annoncer la dureté, on va aller jusqu'au bout comme ça et reculer sans qu'on puisse présenter au peuple ou à sa population quelque chose qui motive ce retrait ou ce retour en arrière. Il en est de même pour Trump. Comment revenir en arrière s'il n'a pas quelque chose? L'Iran aussi, comment revenir en arrière s'il n'y a pas quelque chose? Simplement, il y a une lueur d'espoir et je crois que le chaos total recherché par l'Iran s'inscrit dans cet objectif. C'est-à-dire fermer le détroit d'Ormuz, mais pour que les prix montent et qu'il s'adresse plutôt au marché international. Mais dans ce cas-là, même la Russie et la Chine, qui sont avec l'Iran plus ou moins, ne peuvent pas continuer à l'accompagner dans cette démarche dure qui va faire flancher l'économie mondiale. Un autre risque, c'est qu'il y a le risque que les pays, les royaumes autour là, les monarchies de Golfe, voilà, se réunissent aussi et se disent, bon, ça suffit, nous aussi on va entrer dans la danse. Bien qu'ils ne soient pas individuellement très bien outillés, mais s'ils se mettent ensemble. Bon, l'autre conséquence qu'il ne faut pas que l'Iran perde, c'est que le détroit d'Ormuz est un levier de pression pour lui. Mais à trop insister, à trop l'utiliser, on peut faire un canal qui va passer de la mer intérieure là, pour piquer au-dessus de Oman, pour passer par l'Arabie Saoudite, ça fait 216 km, pour aller rejoindre la mer Rouge. En ce moment, le détroit d'Ormuz ne sera plus un levier à faire qui peut servir à l'Iran. Ok. Merci beaucoup. Docteur, votre évaluation là-dessus? Bon, Général, merci pour la parole accordée. Moi, je pense qu'il est un peu difficile, voire impossible à ce moment précis, de faire vraiment une évaluation exacte de cette situation. Parce que les guerres ne disent pas leur vérité. Et ce qui est sûr, ce qui se passe en Israël ou ce qui se passe en Iran, comme mon co-débattier vient de dire, c'est difficile de dire exactement parce que les informations ne sont pas fiables. Les informations ne sont pas fiables. Et même en Israël, il est interdit pour quelqu'un de filmer les bombardements et tout, au risque de se trouver en prison pendant 5 ans. Et je ne sais pas en Iran, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais en Iran aussi, toute personne qui ose en tout cas contester ou autre, tu es ennemi de l'intérieur et puis tu es traité comme terroriste. Voilà. Donc, moi je pense que humainement, il est temps que cette guerre-là s'arrête. Mais l'association de deux personnes, c'est-à-dire, je les qualifie de malades mentaux, Donald Trump et Netanyahu, je ne sais pas pourquoi, ils avaient leur projet. C'est vrai, lui, il a le projet du Grand Israël, l'autre a le projet d'hydrocarbures.
Parce que les États-Unis font croire à tout le monde qu'ils sont les premiers producteurs mondiaux Du pétrole. de pétrole. Est-ce que ça, c'est vrai? Ils disent qu'ils mettent leur pétrole depuis on était dans les petites classes. Au lycée, on dit que les États-Unis sont en train de faire l'économie sur leur pétrole. Ils vont utiliser d'abord le pétrole du monde. Si ça, ça finit, ils viendront extraire leur propre pétrole. Bon, là, connaissant les États-Unis et connaissant les différents présidents qui se sont succédés, pour les intérêts sordides, aucun de ces présidents-là, de Ronald Reagan jusqu'à aujourd'hui, aucun de ces présidents-là n'a daigné commis une guerre ou une agression. Ils ont tous agressé ou ils ont fait une guerre. Et ça, c'est une évidence. Donc, moi, je ne pense pas que cette situation de belligérance soit ancrée dans leur ADN, ou bien qu'est-ce que ces gens-là veulent en réalité. Parce que quand on commence une guerre, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Il y a beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts collatéraux. Regardez les jeunes filles qui sont passées de vie à trépas en Iran. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour subir un tel sort? Étant dans la classe, une bombe les éclabousse et puis c'est fini. Donc, de même en Israël, il y a des gens qui ne sont ni de près ni de loin liés à ça. Donc, en partant à leur boulot le matin ou par erreur de calcul, une bombe vient frapper ton immeuble et voilà. Donc, c'est le peuple qui paye un lourd tribut. Et dans ce cas, le peuple doit comprendre, en tout cas, pour ce qui est de l'agresseur, la faute incombe à Donald Trump et à Netanyahou. Netanyahou a son projet de Grand Israël qui consiste à annexer les terres, à faire un nouveau canal pour dévier le canal de Suez. Et l'Iran est le seul pays qui constitue vraiment une arête bloquée dans leur gorge, ou bien on dit communément le caillou dans la chaussure. Parce que tous les autres pays du Golfe, là, regardez, que ce soit Oman, Arabie Saoudite, Liban, Syrie et tout ça, et ils sont tous dans la poche des États-Unis. Les États-Unis peuvent en faire ce qu'ils veulent, parce que ta sécurité est assurée par eux. Et d'aucuns pays, même les Bahreïn et tout ça, n'ont même pas d'armée. Ils ont fondé tout leur espoir sur les États-Unis, en tout cas pour assurer leur sécurité. Donc, le grand projet d'Israël, si ça commence, l'annexion de ces pays-là ou des territoires qui les intéressent va être plus facile. Ça va être comme le couteau dans le beurre. Donc, le seul pays qui les dit non maintenant, c'est l'Iran. Et ils ont tout fait. On se rappelle depuis le temps de Mossadegh et les Shah d'Iran, ils ont éliminé Mossadegh parce que lui, il a voulu... En 1953. Lui, il a voulu nationaliser et tout. Et après, ils ont fait amener les Shah d'Iran. Et en l'aidant à instaurer un régime vraiment dictatorial, sanguinaire. Une monarchie. Une monarchie, c'est après que Ayatollah est venu. Donc, les Iraniens se sont dit, ah, stop, maintenant il est temps que nous aussi, on prenne notre destinée en main et une question de souveraineté. Et c'est là où ils les ont imposé la guerre Iran-Irak en 82 avec Saddam Hussein. Et là, Ayatollah Khomeini avait dit quelque chose à Saddam Hussein, c'est l'histoire. Il dit que si tu aides ces gens-là à lutter contre moi, alors quand ils finiront avec moi, c'est toi qui seras leur proie, quoi. Exactement. Un beau jour de Tabaski, je ne me rappelle pas l'année, Ouais. ils ont pris Saddam Hussein et ils l'ont, comment ça s'appelle Ils l'ont pendu. Ils l'ont pendu. Donc, quand même, c'est regrettable. Donc, toute cette histoire-là, vraiment, moi, j'attribue ça à la quête d'un intérêt sordide, à la quête vraiment de certaines choses qui ne t'appartiennent pas, mais que tu veux avoir par la force des choses. Et là, c'est extrêmement mauvais. Il faut mettre un peu de morale dans tout ça. Mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas de morale. Et quand on voit le président américain Donald Trump, il a plus de 70 ans aujourd'hui, il dit une chose et son contraire aujourd'hui. Et là, c'est incroyable. Donc, c'est par manque de respect des paroles données qu'il s'est adonné à ça. L'Iran pensait qu'ils soient en négociation. Ils allaient même aboutir vraiment à un consensus. Mais malheureusement, ils ont baissé la garde. On prend un avion, des avions, une seule nuit, on va tuer le président. Et là, cela ne fera qu'envenimer. Et là,
la vengeance là, va se perpétuer. Les Iraniens n'oublieront jamais ça. Les Iraniens, ils ont, les Persans, là, pour ceux qui les connaissent, ils ont une notion de famille vraiment extraordinaire. Chez eux, c'est comme en Afrique, le père est le père. L'autorité du père, c'est ça. On aime son père comme on aime sa maman. On les aime, on les adore. Et quand tu tues le papa de quelqu'un là-bas, il ne te laissera pas, hein, il te tuera, c'est sûr. Donc, c'est ça mon inquiétude. Et le jeune qui vient de remplacer son papa qui a été tué dans les conditions les plus lâches, les plus inhumaines. À côté de ça aussi, 175 jeunes filles de 8 à 12 ans ont laissé leur vie. Vraiment, ça m'inquiète parce que les Iraniens ne vont pas laisser de lâches. Il faudrait qu'il y ait des bonnes volontés, comme la Russie, l'Inde ou la Chine, pour pouvoir vraiment jouer dans la balance. Mais ce que les gens aussi oublient, et ils vont laisser les choses se faire un peu, parce que Poutine disait à un moment, les gens n'ont pas suivi, que quand tu aides quelqu'un à me combattre, le jour où tu auras un ennemi qui te combattra, moi aussi je vais l'aider. Exactement, ça crève les yeux. Bon, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que la Russie a une main invisible là-dessus, et même les Chinois. C'est ça qui rend la chose difficile. Donc, en quelque sorte, c'est une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom. Les Européens, là, quelles que soient leurs difficultés emmerdantes avec les États-Unis, les Européens sont alignés, on sait. Et même tout récemment, l'Australie a envoyé un avion radar pour pouvoir vraiment aider les Américains à bien mener leurs opérations. Donc, faisons attention, on est en train de marcher sur les œufs et il ne faut pas que la situation s'envenime. Exactement, ça commence à venir la fermeture du détroit d'Ormuz. Tout le monde sait. Les pétroles, les pourcentages qu'ils ont dit, c'est plus que tout ça. Mais déjà, l'effet s'est fait sentir en Corée du Nord, en Corée du Sud, et au Thaïlande, un peu en Asie, dans l'Asie mineure et tout ça. Un peu même en Afrique, même chez nous, les gens commencent à abonder les stations-service pour acheter du carburant parce que ça s'est dit dans les familles, ça s'est dit dans les rues que le carburant va manquer d'ici un mois et tout ça. Bon, que le bon Dieu nous en préserve. Nous, quand même, on est passé par une situation comme ça, on ne veut plus en venir, et à d'autres situations qui nous compliqueront la vie de tous les jours. Et je pense qu'à l'heure où nous sommes, tout le monde doit y mettre les siens, vraiment pour arrêter cette guerre-là, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Ok. Ça va prendre. Mais je pense, comme lui l'a dit, avec l'intervention de Poutine et de Xi Jinping, qui sont les deux les mieux placés aujourd'hui pour intervenir. Et surtout peut-être avec le pape aussi, qui est un homme politique, qui a été sollicité, il semblerait qu'il a été sollicité. Mais ils ne peuvent pas le faire tout de suite. Il y aura un certain temps où l'Iran va continuer à montrer ses muscles et peut-être les autres là vont réagir au coup par coup, mais pas en dépassant une certaine limite. Il y aura un point de mûrissement et à ce moment, ils pourront rentrer. Parce que les négociations, c'est comme ça, il faut sentir qu'on est venu au point culminant et que ça ne peut plus aller au-delà, et ça va retomber. Quand ce point viendra, ils pourront intervenir. Que chacun trouve quelque chose à se mettre sous la dent. Il faut que chacun, les États sont comme les êtres humains, il faut qu'ils sauvent la face. Ouais. L'Iran dit, je vais aller juste pour ceci, cela. Mais l'Iran sait qu'ils ont mis la barre très haut, mais ils n'iront pas jusque-là. Donald Trump aussi a mis la barre très haut, mais il va falloir à un moment donné, on lui donne quelque chose pour qu'il puisse revenir, remodeler ses prétentions, les ramener à la baisse. Donc, quand ça va arriver, peut-être les deux grandes puissances vont entrer en... Merci beaucoup. Doyen nous reçoit avec vous, mais nous changeons de thème cette fois-ci. Nous revenons chez nous ici, dans l'espace AES. Parce qu'au mois de juillet 2023, Bazoum a été déposé par l'armée du Niger. Bazoum qui d'ailleurs à l'époque nécessitait de charger non seulement les autorités du Mali, mais faisait presque la promotion des groupes terroristes. Et même accusait le Burkina, que ce n'était pas normal de former les VDP, qui se mêlaient de tout, à la fois à Bazoum quand même.
Bazoum a été déposé en juillet 2023 et l'armée du Niger s'est assumée, a décidé de lutter. Et point culminant, nous avons vu que l'armée du Niger est en train d'asseoir les autorités actuelles du Niger, leur souveraineté sur les ressources stratégiques du pays. Et nous savons que le président Mani Djouri a été renversé à cause de cette histoire d'uranium. Le président Mamadou Tandi a renversé à cause de cette histoire d'uranium. Bon, c'est une longue histoire. Mais, doyen, nous constatons que le Parlement européen, il y a 48 heures, tout au plus, a pris une résolution pour condamner la détention, en tout cas l'emprisonnement de M. Bazoum, et appeler à sa libération immédiate. Il s'agit du Parlement européen, des députés européens. Bon, pourquoi l'Europe dans son ensemble s'en mêle? Jusque-là, c'était un dossier, la France, la CEDEAO, mais que l'Union, que l'Europe, le Parlement européen s'en mêle. C'est quoi l'explication? Il y a une chose un exemple qui nous est donné tous les jours, mais on ne s'en inspire pas. Ok. Le Parlement européen milite pour les intérêts des Européens. Contrairement à notre Union africaine ou contrairement à la CEDEAO. C'est toute la différence. Ouais. Et si celui qui a porté ce projet au Parlement européen, et c'est un membre de LR. LR, c'est le parti du président Macron. Oui. Les Républicains. Les Républicains, c'est la droite. Les Républicains, c'est la droite. Bon, Macron est du centre-droit. C'est une autre façon de contourner et d'aider et d'appuyer la France. C'est sa coalition quand même. C'est cette coalition-là qui se met en route. Mais pourquoi ils vont se mêler de ça? Parce que Bazoum jugé, il risque d'y avoir des révélations. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut se taire sur tout ce qu'on l'a poussé à faire? Surtout qu'eux, ils ne voient pas ce qu'il a fait. Comme tu l'as un peu rappelé tout de suite, un président de la République qui s'assoit pour dire on ne peut pas battre les terroristes. Ils sont mieux armés que nous, ils sont plus forts que nous. Mais un président qui dit ça à son armée, c'est une haute trahison. Mais on t'embassise tout de suite. Parce que ça, c'est casser le moral de ta propre troupe. Ça ne se fait pas. Un citoyen ne peut même pas le faire, à plus forte raison un président. Et donc, Bazoum a commis des fautes. Il est arrêté. Certes, les conditions, bon, tout ça, c'est autre chose. Mais ceci, ils aimeraient le voir sortir. Parce que si jamais on va vers un procès, ça risque d'être un problème pour les dirigeants européens. Ça, c'est le premier point. La deuxième leçon que moi je tire, c'est de Kouroukanfouga. L'article 26 de Kouroukanfouga dit une chose, il ne faut jamais confier le taureau confié ne doit pas diriger le parc. C'est dans l'article 26, le taureau confié. En un mot, il ne faut jamais confier le pays à un étranger. Or, Bazoum, sa nationalité, ça posait énormément. Il est malien, il est libyen, algérien. Bon, on ne sait plus quoi. Et contrairement, on compare les deux attitudes. Ibeka est un Malien bon teint. Oui. Quand il y a eu le coup d'État, Ibeka, il aime son pays, il aime sa population. Il a demandé qu'on ne fasse pas verser le sang en son nom. Il a demandé aux gens de ne pas se venger. Et il a demandé que personne ne permette qu'on vienne attaquer le Mali à cause de lui. Lui, il est malien. Mais Bazoum, jusqu'ici, a refusé de démissionner. Parce que, même si on doit attaquer le Niger pour lui, il est prêt qu'on le fasse. Il aurait été un vrai Nigérien, il n'aurait pas accepté qu'on fasse un embargo total de 6 mois, 7 mois sur le Niger, et des gens meurent dans les hôpitaux, il n'y a pas de choses, il n'aurait jamais accepté pour un poste. Donc ça, c'est une leçon que moi je tire. Les aventuriers, il faut éviter de les mettre à la tête du pays. Ouais, parce qu'ils ne sont pas liés à la terre, d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont aucun sentiment pour le peuple. Ok. Et là, ce n'est pas au doyen de le dire, je sais.
Docteur peut-être va le dire, même tout près de chez nous, il y a aussi un étranger à la tête du pays qui fait la même chose. Évidemment. Nommément, c'est le grigou de Port-Bouillet ou d'Abidjan, je ne sais pas trop. Des chameaux. Les chameaux. Attention, c'est un chef d'État quand même. Non, écoute, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que de telles personnes se sont retrouvées là-bas. Dieu fait de quelqu'un un chef d'État, que tu le veuilles ou pas, si Dieu qui décide, c'est ça. Ok. Des personnes comme ça, c'est des êtres humains de même acabit. Bazoum et Alassane Ouattara. C'est eux qui étaient l'aile dure de la CEDEAO. Ouattara aussi doit son pouvoir aux Européens, c'est ça? Aux Européens, tout à fait. Tout le monde connaît. Ce n'est pas une histoire récente et ancienne. Hein. C'est une histoire toute récente. On a vécu ça pleinement. On sait du début à la fin et ça a été documenté. On parle de Bazoum, mais c'est Ouattara qui a fait une rébellion aidé par, comment s'appelle, la force licorne française pour aller enlever Laurent Gbagbo de son pouvoir. Et l'embastiller, il a été envoyé au tribunal pénal international. Revenons à Bazoum. Bazoum, c'est quelqu'un qui n'a pas de date de naissance, qui n'a pas de lieu de naissance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les photos ont fait quand même un moment circuler sur les réseaux sociaux. C'était dans les années 90 ou 92, je ne me rappelle pas, 90, où on signait le pacte national. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bazoum était là-bas. Il était avec la rébellion malienne. Il était avec la rébellion malienne. Bazoum. Le même Bazoum là. Il est connu. Lui et Yad là, ce sont les oiseaux de même plumage, ce sont les agents de la DGSI français. Et après, ils se sont, comment ça s'appelle, ils ont partagé le rôle entre eux. Le rôle de Bazoum, c'était d'arriver au Niger, prendre le pouvoir et tout ça là, et faire ce que les Français voulaient, quoi. C'est un agent, un envoyé, un messager de la France. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc, on le sait, Bazoum, avant lui, le président qui était là-bas, Oussoufi, lui, c'est aussi un agent de la France, qui dit pas seulement les gens ne savent pas. Lui, il a travaillé à Areva pendant plusieurs années. Avant que Areva, ils ont pris quel nom encore? Orano, oui. Voilà, donc c'est lui qui a donné le pouvoir sur un plateau d'or à Bazoum. Et Bazoum, il était devenu tellement, je ne sais pas quoi, le terme est un peu fort, il était tellement devenu imbu de sa personne, il pensait qu'il était invincible, invulnérable au Niger. C'est-à-dire que c'était lui le seul maître à penser. Et là, c'est vrai, quand le bon Dieu veut, comment ça s'appelle, mettre fin à la vie d'un chien, là, il le colle une plaie sur la tête, quoi. C'est ce qui est arrivé à Bazoum. Bazoum, je ne sais pas, les jours où il verbalisait les propos que le doyen vient de dire, que l'armée nigérienne ne faisait pas poids vis-à-vis de ces terroristes qui sont bien équipés, bien formés. Alors là, c'est une transition automatique de la nation. Et Bazoum a eu la chance. Hein. Je serais Tchani. Bon, chacun, c'est des militaires, ils le savent. Bazoum méritait un procès expéditif, quoi. On tirait tout de lui, on allait juger et le faire disparaître à jamais. Bon, on est sur un plateau. Et il a dit, Bazoum est devenu maintenant une moustique sur les goudades, excusez-moi, parce qu'il sait beaucoup de choses. C'était le propriétaire de tous les dossiers. Et quand Bazoum, un procès, il parlera, beaucoup de têtes vont tomber. Il avait plus de 900 conseillers, Bazoum. Tout à fait. Il y avait même un Malien ici, du nom de Koulibaly, qui était notre ministre de la Défense. Oui. Tchema Iber. Oui. J'ai dit son nom. Lui, il était le conseiller de Bazoum. Il y avait d'autres Maliens encore. Bon, bref, ces messieurs-là savaient beaucoup de choses. Et quand lui, il va parler, ça va beaucoup barder. Parce que ce qui est sûr, au regard de tout ce que nous, on a apporté comme preuve contre la France, et concernant la formation, l'équipement et les opérations des rebelles sur les théâtres d'opération, la France est impliquée jusqu'au cou. Et là, cela va sans dire, les preuves sont là, documentées. Le Mali a déposé plainte contre la France aux Nations Unies. Le Burkina aussi a fait autant.
Mais jusqu'à preuve de contraire, c'est silence radio. Donc, si le cas de Bazoum aussi vient s'ajouter, cela ne faisait que révéler aux yeux du monde leur rôle, leur implication dans la rébellion. Et tout le monde le sait, hein, parce que le monde est un monde aujourd'hui qui va dans beaucoup de sens, où les herbivores n'ont pas leur mot à dire. Il faut être carnivore pour être écouté. Nous, on nous considère comme des petites nations, mais des petites nations quand même, comment ça s'appelle, agressées, qui ont leur dignité et qui veulent assurer la souveraineté à tout prix. Et c'est ça qui nous a imposé tous ces jeux-là. Donc, le logiciel de ces colons est très bien connu. Ils amènent toujours à la tête de vos nations ce qu'on appelle des gens manipulables. Des gens manipulables au nom d'une démocratie qui n'existe pas. Donc, c'est ça, en fait. Et ils vont jouer pour eux. Même si nous autres populations, on va mourir de faim, de maladie, ce n'est pas le problème. Et quand ils ont mal à la dent, ils vont se faire soigner peut-être à l'hôpital Bichat en France ou à l'hôpital, je ne sais pas, d'Aubervilliers, je ne sais pas trop où, aux États-Unis. Le bas peuple est là, et les enfants peuvent mourir à cause d'un simple traitement de paludisme. Et ce n'est pas le problème. Donc, c'est fait ainsi. Il est grand temps que l'Afrique réfléchisse à tout cela, qu'on inverse le rôle. Et que, dorénavant, quand on va, en tout cas, quand on reviendra dans d'autres systèmes, on va définir les choses telles que nous-mêmes on veut. Ce n'est pas la décision d'une seule personne qui va gouverner 1 million de personnes, non. Et quand on organise nos chefferies à la modèle ancienne, je pense qu'on va tirer notre épingle du jeu. Parce que cette démocratie-là, c'est pas possible, quoi. C'est la chaîne, c'est la corde au cou. Et avec ça, ces modes de régime, ces modes de détermination de nos valeurs culturelles, sociales et économiques-là, on ne va pas s'en sortir. On ne verra jamais les bouts du tunnel. Merci. Ok, merci. La comparaison facile, c'est qu'ils n'ont jamais demandé que Gbagbo soit remis dans ses droits. La comparaison facile, c'est que Maduro a été enlevé. Ils ne sont jamais intervenus pour le faire. Oui. Donc, ils cherchent la petite bête dans la tête des pays. C'est une manière de rentrer et d'essayer de casser encore l'AES. Ok. Donc, nous restons avec vous. Maintenant, en cas de refus du Niger, parce que c'est une résolution, ils ont appelé à une libération immédiate. Et d'ailleurs, le Niger a tout de suite communiqué. Et d'après la dernière information à notre disposition, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères du Niger a même convoqué la représentante de l'Union européenne au Niger. En cas de refus du Niger, est-ce qu'ils ont des moyens contraignants ou autres? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose contre le Niger? Non, la résolution n'est pas contraignante. Ah, ok. Et je crois que c'est déclaré dans tout leur discours. La résolution n'est pas contraignante. Cependant, ça peut avoir des conséquences. Une première conséquence, c'est la conditionnalité de l'aide. Le député LR qui a soulevé ce problème, on dit, mais vous avez quel moyen pour faire quoi que ce soit? Ils disent que nous sommes quand même 27 pays européens qui ont plus ou moins des relations avec le Niger. Donc, en fait, ils veulent agir sur le levier des relations, de l'aide au développement et tout, pour essayer de faire fléchir le Niger. Donc, le premier effet, la première conséquence, c'est jouer sur la conditionnalité de l'aide, ou de l'aide, en fait, d'une manière ou d'une autre. La deuxième conséquence, c'est que cette conditionnalité, c'est pour mettre une pression accrue sur la diplomatie nigérienne. La deuxième chose, c'est l'intensification de la pression diplomatique, comme je le dis, avant le 2 avril. Pour que Bazoum, je ne sais pas pourquoi ils font du 2 avril une date fétiche, mais parce que Bazoum, son mandat se termine le 2 avril. C'est le 26 juillet, 2 avril 2021, 26 juillet 2023. Bon, mais en fait, ce qui est ressorti de leur truc, c'est que c'est le 2 avril que son mandat prend fin. Bon, c'est le jour où il a été élu, mais ça, même si tu prends quelques jours après, c'est rétroactif. Ça, c'est... Ensuite, il y a
cette résolution aura pour effet de renforcer le statut de prisonnier politique de Bazoum. Une autre conséquence, c'est que une des conséquences, c'est l'inaction du Niger. Mais cette inaction, ce n'est pas une simple inaction, parce qu'ils ont appelé pour se plaindre la représentante de l'Union européenne. Ensuite, il y a la résolution ferme la porte à la reconnaissance du régime. C'est-à-dire, le Niger en tant que tel, les 27 pays, peut-être ils peuvent les amener à ne pas les reconnaître. L'Union européenne est tombée tellement bas avec le Conseil européen qu'ils en sont venus à distribuer des sanctions à des personnes physiques, nommément pris. Jacques Baud, on l'a coincé de partout. Franklin Nyamsi, ce n'est pas l'Union, mais c'est la France. Et la dame là, Nathalie Yam. Oui. Il y a d'autres, il y a un ancien, Jacques Baud, c'est John Mary Bougan, c'est un Américain qui a soutenu, parce qu'ils sont tous accusés de faire de la propagande pour les Russes. Il y a Xavier Moreau aussi, qui est un Français, un militaire français. Oui. Donc, il y a un ensemble de personnes comme ça. Parmi 12 personnes, c'est 3 qui sont connus et les 2 panafricains, où l'Union va jusqu'à prendre des sanctions contre des individus pris individuellement. Ça, c'est la tendance Macron. Qui se rabaisse. Sinon, je crois que l'Allemagne ne se rabaissera pas à ce. Donc, en fait, ce n'est pas la première. Ce n'est même pas. Ça, c'est une résolution. Mais il y a eu déjà un jugement contre le Niger. La Cour de justice de la CEDEAO avait fait en 2023 un jugement pour intimer l'ordre au Niger de relâcher Bazoum. Ça n'a pas été exécuté. Mais ça ne dépasse pas les compétences de la Cour de la CEDEAO? Bon, je ne sais pas. La Cour de la CEDEAO, je ne pense pas que ça puisse excéder sa compétence. Ça dépend, parce qu'ils avaient fait le truc additionnel là sur la démocratie, qui ouvrait certainement compétence à la CEDEAO pour se saisir de tels problèmes. Donc, dans tous les cas, voilà en gros à peu près ce qu'il peut y avoir comme conséquence. Ok. Docteur, si la France mobilise presque toute l'Europe pour soutenir sa guerre énergétique contre le Niger, parce que tout se joue autour de l'uranium, ça, ce n'est caché des personnes. Est-ce que les 2 autres pays de l'Est ne doivent pas se mêler directement de ces dossiers en faveur du Niger contre l'Europe? Évidemment, cela va sans dire, nous sommes dans une confédération. Tout ce qui touche le Niger touche par ricochet le Mali et le Burkina Faso. Et moi, je pense que cette histoire d'aller porter une résolution auprès de l'Union européenne, résolution dont le débat est pris par la France, est un aveu d'échec. Vous savez, la France me fait penser à une personne, un individu taciturne, un individu luciférien, un individu vraiment qui n'a rien à prouver, rien à faire, et qui essaye de porter son problème à l'appréciation ou à l'aide de tout le monde. Ils ont toujours été comme ça. L'histoire en sait beaucoup. La Deuxième Guerre mondiale, quand on les avait laissés tout seuls, entre les griffes de Hitler, on n'en sera pas là aujourd'hui. Et c'est tout le monde qui a participé à leur délibération. Et tant bien que mal, ils ont été vraiment des ingrats vis-à-vis de certains, notamment les Africains et même les Américains. Bon, la France est une nation comme ça. Et moi, je comprends plus que beaucoup, parce que quand on fait une analyse superficielle de la chose, on ne peut pas comprendre. Et je pense que quand on essaie de voir profondément cette histoire-là, ce sont les gens qui sont les mêmes choses, l'Union européenne, les 27 de l'Union européenne. Parce que le général vient de dire que c'est une guerre d'énergie. Effectivement. Et j'ai déjà dit sur ce plateau-là que l'uranium du Niger qui était volé par la France servait à tourner leur centrale nucléaire
et à tourner les centrales nucléaires de certains autres pays comme la Belgique ou la Hollande qui en ont, les petites centrales de l'Europe. Et ça vraiment garantissait l'énergie à vil prix. Et tout le monde en profitait. Tout le monde en profitait. Et c'est pour cela que depuis que le problème de l'AES a commencé, tous les Européens, j'ai dit sur ce plateau, même le Danemark avait coupé ses relations avec le Mali. Pourquoi? Est-ce que le Mali a fait quelque chose aux Danois? Non. Le ministre allemand, c'était une dame qui est venue au Mali et qui a menacé le Mali aussi. Donc cela ne me surprend guère. Là, c'est comme si les chiens aboyaient et que la caravane passait. Vous voyez, donc on ne doit pas prendre ça même, on doit prendre ça avec des pincettes parce que entre l'Union européenne et nous, là, il y a le divorce qui est consumé. Et leur fameux histoire de pression, ils vont nous mettre quelle pression? Leur fameux histoire d'aide au développement, on n'en a plus besoin. Depuis combien de temps? On est souverain, on se gère nous-mêmes. Depuis combien de temps on n'a pas pris un franc de leur aide là? Donc ils disent ce qu'ils veulent. Mais le Mali et le Burkina, tout ensemble, ce n'était pas les Nigériens. On devrait faire un communiqué conjoint, les mettre ces gens-là à leur place, quoi. Parce que ils s'intéressent trop à tout ce qui se passe en Afrique. Ils parlent de Bazoum. Bazoum est qui? Bazoum est ultra minoritaire par rapport à nos problèmes. Nous, on a d'autres chats à fouetter. Donc, nous, on veut se développer, se défaire de ces carcans-là, on veut aller de l'avant. Mais chaque fois qu'on essaie d'aller de l'avant, ils amènent des choses. Soit des communiqués bidons, soit des médias mainstream qui disent des choses qui ne sont pas vérifiables. Et tout ce qui les aide pour nous ternir, pour ternir notre image, ils le font. Okay. C'est à nous de comprendre. Hein. C'est pas seulement le Niger. Quand tu parles de la vache, tu as parlé du pile. C'est ça. Un bon jargon chez nous, qui n'est flafo, n'est michifo, il est flafo. Exactement, c'est comme ça. Donc le Mali, le Burkina aussi, et plus le Niger, quand ils font des réactions de ce genre-là, même le Mali aussi devrait convoquer, en même temps le Burkina convoquer les représentations de l'Union européenne ici au Mali et les demander de ne pas s'y mettre vraiment dans nos problèmes. Okay. Il est temps hein, qu'on essaie d'élever la voix nous aussi. Parce que chaque fois, c'est nous qui sommes là, ils nous font des choses, on y réagit presque peu ou pas. Ok. Peut-être, je ne sais pas, on va éviter de disperser nos forces, mais sur ces dossiers, puisque ça n'a pas trop d'impact, comme l'a dit les doyens, ce n'est pas une résolution contraignante, et d'ailleurs, ils n'ont pas ces pouvoirs. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui est habilité à adopter de telles résolutions. Mais doyen, la France au Niger, la France contre les pays de l'AES, en République centrafricaine évidemment, en Afrique centrale, un citoyen français, un agent entre guillemets de la DGC, un certain Zaparini vient d'être arrêté pour une deuxième fois. Il a déjà été arrêté une première fois en 2016. Il était instructeur des rebelles et autres en Centrafrique pour déstabiliser le pouvoir en place. Ça n'avait pas fonctionné. Il est arrivé en 2014 frauduleusement à partir du Cameroun. Il est entré par la localité de Mbaïmbou, hein, ça c'est à la frontière Cameroun et puis République centrafricaine. Il avait été appréhendé. En 2016, il a été appréhendé, il a été libéré dans des conditions après plusieurs négociations, discussions, mais le même monsieur est venu se faufiler encore en République centrafricaine et il était encore avec Armer Sayou, ses chefs rebelles, il était avec ses hommes. Donc vouloir encore déstabiliser la République centrafricaine, les mêmes officiers de la DGC. Mais pourquoi la France est en train de multiplier les déconvenus comme ça en Afrique? Je vais revenir à ta question. Allez-y. Mais sur ce que Bazoum là, oui. À contrario, oui. La résolution à contrario démontre que Bazoum était bien l'homme des Européens. Ah oui. Contre son propre pays. S'ils tiennent tant à lui, c'est parce qu'il faisait le job. C'est leur homme. Pour eux, c'était leur homme. Donc ça, c'est l'effet induit de la résolution. D'ailleurs, votre exemple a été très éloquent. Bazoum, Boabo et même Damiba là, qui est maintenant arrêté au Burkina. Pourquoi Maduro. Maduro, voilà. Bon, ensuite, sur... République centrafricaine. Avant la République centrafricaine, okay. La collaboration, l'intervention des deux autres États, le Mali et le Burkina, ça aurait été idéal. Bon, il y a un programme de la mise en place d'un parlement de l'AES.
ce Parlement, s'il avait fonctionné, s'il était là, aurait été mieux placé pour réagir. Ah oui. Mais comme ce Parlement n'a pas encore vu le jour, il est impératif que nos autorités de l'AES trouvent un créneau pour associer les 3 pays dans la réaction. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, c'est les diplomates, ils savent exactement où taper, mais je crois qu'ils doivent donner de la voix. Le président IB, pour toute l'AES, doit donner de la voix, ou en tout cas on doit trouver un moyen de donner de la voix au nom des 3 pays pour couvrir le Niger. Maintenant, quant à ce que vous dites sur l'agent secret français, la France ne multiplie pas les faux pas. C'est que la France est démasquée. C'est-à-dire, je pensais, je ne savais pas que le monsieur Zamperini avait été une fois, 2 fois. Ouais. Mais cette fois-ci... C'est sa deuxième arrestation. C'est la deuxième arrestation. Cette fois-ci, mais c'est après l'arrestation de certains... Martin Figuera. Martin Figuera, mais aussi au Burkina, déjà, l'arrestation de certains Français. Oui. Au Mali, l'arrestation de Vigiles. Donc, quand les choses se multiplient comme ça, ce n'est pas les Français qui commettent un faux pas, c'est les Français qui ont été dévoilés. Ils sont dévoilés par la démarche des pays africains qui commencent à leur tourner le dos et à avoir le culot d'arrêter les Français. Il fut un temps, quand on a renvoyé un ambassadeur français ici, ça fait un tollé. C'était inimaginable de la part d'un pays de l'Afrique de l'Ouest de renvoyer l'ambassadeur français qui était là. Bon, donc la France, petit à petit, commence à être dépouillée et mise à nu, principalement par les pays de l'AES. Sinon, ce n'est pas la France qui fait des faux pas. Ok. Quelque chose à ajouter? Un autre agent secret de la France arrêté en Centrafrique. Il avait été arrêté déjà en 2016. 10 ans après, 2026, il vient d'être arrêté. Oui, cela ne me surprend pas. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire du commandant Galopin ici. Oui. Voilà, lui, il était censé connaître tous les dossiers du Tchad, ancienne Fort-Lamy. Il avait mené beaucoup d'opérations là-bas pour le compte de la France. Et malheureusement, il y avait eu des prises d'otages. Et c'est le même Galopin qu'on avait envoyé pour aller libérer les otages. Malheureusement, il était tombé dans un piège. C'était un patron des forces spéciales françaises. C'est autant, à ce moment, c'était Koukouni Ouédé et Hissène Habré qui se discutaient les pouvoirs. Et Hissène Habré, c'est lui qui a arrêté le commandant Galopin. Ils n'ont même pas fait un procès expéditif. Ils ont dit simplement que c'est un espion français. Il a été jugé le même jour, on l'a pendu. Et puisque la même France avait besoin de Hissène Habré, parce que Koukouni Ouédé était avec les Libyens, donc ils ont aidé Hissène Habré à prendre les pouvoirs. Et 2 ans après, Hissène Habré a été invité officiellement, l'invité d'honneur sur le Champs-Élysées lors de la fête du 14 juillet. Et ça a failli faire des problèmes parce que les autres membres du régiment des Galopins ont failli se révolter. N'eût été l'intervention d'un général, sinon ça allait barrer. Bon, bref, c'est une parenthèse. La France, dans ces trucs dans ces opérations malveillantes, ont la même mise sur un certain nombre de personnes qui disent experts et ceci, experts de cela. Et on vous envoie, on vous dit, bon, n'ayez pas crainte, même si ça tournait au venin qu'on vous arrêtait, la France va faire tout, la France ne vous abandonnerait pas. Avant, c'était ça. Avant, avec les autres régimes, là, il fallait simplement que l'ambassadeur français appelait nos autorités, il était libre. Ou bien on échangeait avec les terroristes ou les otages qu'on prenait. Bref, la France avait une main mise sur tout, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le gars, il devrait être plus malin et ne plus mettre pied en Afrique, comment ça s'appelle? En RCA. Parce qu'on ne peut pas avoir le cœur d'une autre personne. Sinon, moi, à mon avis, Touadéra, c'est plus facile de prendre un individu nuisible comme ça à 2 reprises. Il faut lui faire un procès expéditif pour haute trahison de la nation, et en finir pour tous, quoi. Parce que quand cette affaire-là aura un dénouement souhaité par la France, ça se répétera multi fois.
C'est pour cela que ce que les autorités maliennes ont fait avec Vigilier ou au Burkina Faso, c'est la même chose. D'ailleurs, ils tardent même à juger ces messieurs-là. Ils tardent même à juger ces messieurs-là. Parce que c'est un individu nuisible, même s'il tue tout le Mali, pour leur sordide intérêt, ils les feront. Et c'est ça. Donc, à faute égale, alors sanction égale. C'est ce que moi je comprends. C'est pas parce qu'il est français et qu'il vient mettre la pagaille chez nous. Est-ce qu'un Malien peut avoir le toupet d'aller là-bas chez eux et faire la même chose? Non, non, non. On te fait disparaître. On n'entendra plus de toi. Donc, s'ils font la même chose, c'est le principe de la réciprocité là, quoi, avec ces gens-là. C'est ce que je comprends aux Blancs. J'ai vécu avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai dormi avec eux. Le Blanc a peur de celui qui, s'il t'envoie une balle, tu l'envoies 2 balles. Et comme ça, il aura un tempérament assez modéré. Sinon, tu te comportes assez mollement vis-à-vis de son égard, il va jamais cesser. Donc, c'est aussi un levier de mettre la pression encore sur les Français. Si on peut vouloir gérer ça diplomatiquement, en les exigeant quelque chose, peut-être une forte somme ou des avantages. Et, par exemple, les proposer... s'il est libéré, il reviendra encore. Il reviendra encore, oui, c'est possible. Mais il faut mettre la barre très haute, quoi. Quand ils veulent la libération, vous leur dites de faire la route Bamako-Kaye, quoi. Et voilà, à leurs frais. Si c'est fini, on va libérer le monsieur. À Vigilier. À Vigilier. Ok. Doyen, nous abordons le dernier chapitre de cette émission. Nous avons malheureusement assisté une fois de plus à une attaque très très meurtrière du côté du Bénin. C'était le 8 mars. Et juste quelques jours avant, il y avait eu une autre attaque. Or, jusque-là, les terreaux, ils faisaient des attaques là-bas, mais c'était un peu rare. On croyait même à un pacte de non-agression. Mais la répétition, la multiplication de ces attaques ces derniers temps, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, ça veut dire que Patrice Talon, au-delà de toutes les moqueries qu'il a faites à notre égard, il aurait dû balayer devant sa cour, dans sa cour déjà. Ils ont refusé de s'armer, de prendre les armes nécessaires. Il a dit des pays pauvres qui vont acheter des armements. Il dit que ce n'est pas nécessaire de s'armer. Ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand les terroristes franchissent la ligne, la frontière pour entrer chez eux, ils reprochent aux pays de l'AES de ne pas pouvoir maîtriser leurs frontières, alors qu'eux-mêmes, c'est la même frontière et ils ne maîtrisent pas leurs frontières pour qu'ils ne rentrent pas chez eux. Et donc, aujourd'hui, ils payent le pot cassé. Dans cette situation, la seule chose peut-être qu'ils peuvent faire, c'est parce que moi, je suis foncièrement contre le fait que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ont souffert l'enfer pour s'armer, pour mettre à niveau leur armée, faire des efforts pour restaurer la chaîne de commandement, pour restaurer les armements, pour restaurer le moral des troupes, que d'autres viennent simplement profiter de nous. Et c'est ça le danger de la présumée collaboration qu'on pourra avoir avec la CEDEAO. À ce jour-là, je vous avais dit que nous devons limiter les choses. Si on doit faire quelque chose, on doit imposer quelque chose qui va à notre avantage. Nous, on a souffert pour armer nos armées, acheter les armes. On a souffert pour essayer de restaurer, de les mettre en condition. Et d'autres viendront, parce que nous, on a cette armée, vont tranquillement profiter de notre effort. Ça ne doit pas arriver. Maintenant, ce que le Bénin peut faire, au lieu de nous accuser, c'est de donner le droit de suite au Niger et au Burkina. Le droit de poursuite au Niger et au Burkina pour qu'ils rentrent chez eux. Mais l'inverse, non. S'ils veulent qu'on fasse quelque chose, puisque nous, qu'ils soient chez nous ou qu'ils soient là-bas, c'est leur retrait. Si on peut les frapper là-bas, on le fera. Et ça, c'est avec nos armes. Mais il faut qu'ils donnent l'autorisation de droit de poursuite sur le terrain burkinabé, béninois, au lieu de nous accuser de ne pas savoir tenir nos frontières. Eux-mêmes, ils ne tiennent pas la leur. Ok. À défaut peut-être d'un droit de poursuite, juste une autorisation pour qu'on puisse effectuer des frappes. Parce que quand
le poste de sécurité qui a été attaqué dernièrement, ce n'était pas facile de les aider par voie terrestre. Il faut forcément la voie aérienne. Or, à ce niveau, je crois pour le moment, le Bénin est très pauvre en vecteur aérien. S'il y avait une collaboration au niveau sous-régional, de la même façon que l'armée du Nigeria est allée peut-être bombarder une partie de leur armée, peut-être les pays de l'Est pouvaient non pas bombarder l'armée du Bénin, mais quand même des groupes terroristes là-bas. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que quand on ne finira jamais de brûler l'herbe, le feu de brousse là, ça ne finit pas, une sauterelle ne doit pas se rendre aux funérailles de l'autre. En fait, cette histoire d'attaque du Bénin, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Humainement, c'est les Africains? Non. Humainement, il y a eu perte d'hommes, c'est vrai, mais c'était prévisible. Je me rappelle du propos d'un général français qui disait il y a quelques années de cela que le terrorisme allait se déplacer, c'est le golfe de Guinée. Vers le golfe de Guinée. Il a dit, c'était pas une manière de... Il n'avait pas dit comme il était devin, mais c'était dans leur plan. Et tous ceux qui ont aidé les terroristes comme ça, l'exemple typique, c'est le Mali et le Burkina. Blaise Compaoré était leur tuteur. Mais Bazoum aussi était leur tuteur. Ils ont fini par renverser quoi? Ils ont fini par renverser leur manteau contre eux-mêmes. Donc, le petit président de l'autre là, je parle de sa personne, mais je ne parle pas de président comme institution, parce que Talon, il m'énerve, ce monsieur-là. Il m'énerve, il a un ton arrogant, un ton condescendant. Quand il parle, il essaie de se moquer des autres, quoi. Comme si lui, il détenait toutes les cartes dans cette histoire. Et on dit, attendons voir, parce que c'est ce même problème de terrorisme-là qui va qui les sautera, quoi. C'est sûr. Parce que l'armée ne va plus s'asseoir et voir les propres militaires mourir comme ça. Les terroristes, ils sont où au Bénin? Ça ne se cache même pas. Les parcs Virunga, ils sont là-bas. Tout le monde sait qu'ils sont là-bas. Et ils attaquent, ce n'est pas leur première fois. Des premières attaques à nos jours, à peu près quand on essaie de faire la sommation de tous qui sont morts, là, il y a plus de, peut-être ça avoisine les 1000 personnes. Et toi, tu n'as pas d'armée, tu te moques des autres. Et tu n'as même pas de moyens à rien. Et si c'est combat de confraternité et de panafricanisme était réel, lui, s'il avait une bonne attitude vis-à-vis de notre égal, c'est-à-dire de l'égard de l'AES, on pouvait l'aider sous le menton. Même si ce n'était pas trop montré, ça pouvait faire un truc voilé. Parce que souvent, les Burkinabés, en surveillant, le Bénin est un petit pays, les Burkinabés, en surveillant leur surface aérienne avec les drones, ils voient toujours les mouvements des rebelles là. Pas les rebelles, des terroristes. Mais les Burkinabés, ça les intéresse pas, ils ne sont pas au Burkina. Ils sont là-bas chez lui, et c'est lui-même qui est leur tuteur. C'est Talon même qui est leur tuteur. Raison pour laquelle je me dis que ça me fait ni chaud ni froid. Mais humainement, je condamne. Humainement, je condamne. Mais cette histoire-là va en crescendo. Le dé est déjà lancé, quoi. Tout est lancé. Et vous allez entendre des attaques encore plus lourdes. Parce que chez nous, au Mali, au premier moment de leur attaque, ils tuaient tout le monde dans les camps des Maliens et tout ça. On agressait nos camps et les militaires étaient tués par dizaines, vingtaines. Mais c'est en prenant à bras le corps et en faisant une analyse approfondie, ceux qui sont venus, ils ont dit, bon, personne d'autre ne fera le combat à la place des Maliens. Ils ont formé notre armée, ils ont acheté du matériel et aujourd'hui, nos camps ne sont plus attaqués. Ok. Voilà. Donc, Talon, il a du pain sur la planche, mais attendons voir. C'est cette histoire-là qui va la lever. Merci beaucoup. Doyen, votre neveu vient de dire quelque chose qui mérite vraiment d'être analysé de façon très, très, très approfondie. Il dit que c'est Talon qui est le tuteur de cet héros. C'est-à-dire, il n'est pas, en tout cas, il est au courant de leur présence au niveau du parc W. Et d'ailleurs, un président de l'AS, le général Abdraman Tchani, l'a dit à plusieurs reprises, il l'a dit constamment, les terreurs sont formés au niveau du parc W.
ça montre tout simplement, c'est très grave quand même, ça montre que les terroristes qui attaquent l'armée béninoise sont formés en complicité, en tout cas, bénéficient d'une complicité des politiciens du Bénin. Je crois que il y a un détour. Si notre talon est en train, si je comprends bien ce qui se passe, de faire l'affaire des Français. Parce que les Européens, les Français, plus particulièrement, manipulent les terroristes pour en faire un moyen de pression. Mais en faisant attaquer son armée et en faisant éliminer ses propres soldats, en refusant d'armer son armée. Ce n'est pas ça seulement. Mais quand il accepte qu'on installe des bases des Français chez lui, dans le but, dans le way de nuire et de préparer les terroristes, et ils en font leur profondeur stratégique, ils viennent faire des coups, ils retournent chez eux. Ce n'est pas spécifiquement parce qu'il veut s'attaquer lui, Talon en tant que tel, mais il agit pour le compte de quelqu'un d'autre, à qui il doit. C'est le président français. Au détriment du peuple béninois. Voilà. Et comme ces gens-là, il est difficile de les tenir. Et tu as beau leur donner, tu leur donnes la main, ils te prennent le coude. Tu leur donnes le coude, ils te prennent l'épaule. Ils chercheront toujours à aller plus loin. Et pour peu que tu refuses quelque chose, ils peuvent se retourner contre toi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui pète entre les doigts. Et je n'envie pas quelqu'un qui viendra à sa place. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons essayé d'effleurer un peu les principaux sujets au sommet de l'actualité, tant nationale, sous-régionale, même internationale. Allant de ce qui se passe entre l'Iran, les États-Unis et Israël, et toucher un peu le comportement du Parlement européen, cette ingérence que nous condamnons très fermement, toucher un peu la République centrafricaine, et pour terminer avec ces attaques en tout cas regrettables au niveau du Bénin. Docteur, votre mot de la fin? Oui, je suis tout le temps optimiste, parce qu'on dit que mieux vaut être optimiste et avoir tort que d'être pessimiste et avoir raison. Mais l'Afrique a du chemin. Il est difficile dans cette cacophonie, il est difficile dans cette incompréhension de tout acabit, il est difficile que l'Afrique parlera d'une même voix. Parce que j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, et c'est une vidéo qui fait beaucoup rire, beaucoup marrer, mais il y a un moral là derrière, quoi. Dans la vidéo, ils disent que quand on parle d'un plan en 20 ans en Chine, c'est pour construire 4 à 5 villes. Mais quand on parle d'un plan en 20 ans en Afrique, c'est pour créer une commission et réfléchir au plan pendant 20 ans. Et la jeune dame dit que le rêve panafricain, le panafricanisme est un rêve, et tout le monde veut être président de ces rêves-là. Donc la morale est là, nous on croit. Mais quand il y aura toujours des présidents comme les Talon, les Alassane Ouattara ou les Bassirou Diomaye Faye, les Tshisekedi et j'en passe, l'Afrique ne fera jamais là, le fond du tunnel. On ne va jamais s'en sortir. Il est temps que les peuples se donnent la main, essayent de combattre ces valets locaux qui sont plus mauvais que leurs maîtres. Parce que tant qu'ils seront là, c'est des épouvantails pour nous exercer des pressions et pour nous faire reculer toujours en arrière et mettre dans les bons vouloirs du colon. C'est ça ma compréhension de la chose. Merci beaucoup, docteur. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Doyen? Bon, on avait oublié de signaler que la résolution ne demande pas seulement la libération de Bazoum. Okay. Ils en viennent à la sempiternelle antienne qu'il faut faire des élections, il faut reprendre la démocratie. Ils en sont encore là avec le 5e de la CEDEAO là. Comme si le Niger les appartenait.
Ça porte la marque d'Emmanuel Macron, quand même, comme vous l'avez si bien dit. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il revient par un autre coup. Nous allons souffrir jusqu'à ce que Macron quitte la présidence en 2027. Jusqu'à ce moment-là, il faut se garder de tous les côtés. Maintenant, je voulais juste, la semaine dernière, le docteur avait parlé de l'impréparation des pays africains qui auraient pu anticiper ces problèmes de carburant. Entre nous, ce que je voulais te dire, c'est qu'à ma connaissance, le prix du carburant est fixé par le marché à l'international. Donc, ce qui peut peut-être nous avantager un peu, c'est-à-dire aucun pays ne va dédaigner le prix à l'international pour donner à un pays à un prix plus bas. Ça peut être une fois, 2 fois, comme le Niger peut l'avoir fait pour nous. Mais ce dont on peut bénéficier, c'est les frais d'approche. Du Niger, par exemple, au Mali, ça coûte moins cher que de prendre, je ne sais pas où, pour venir. Donc, c'est les frais d'approche. Sinon, je crois que les prix sont fonction du marché international. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de Gandi Malien TV et d'Africain TV, vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, vendredi prochain. Même émission, mais nous allons simplement, même heure, on va simplement changer. À la une. Merci beaucoup, doyen. Merci pour ces coups de maître. Nous vous remercions et à très bientôt. Restez branchés sur Gandi et Africain Malien TV. Merci.